D'enquête, cette émission conçue par Benoît Duquesne. Benoît Duquesne qui nous a quittés au début de l'été et à qui est bien sûr dédié ce nouveau numéro. Ce soir, on va s'intéresser à la sécurité aérienne. Les accidents, les catastrophes se sont multipliés cet été. Un avion civil abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine, un crash toujours inexpliqué au-dessus du Sahara au Mali. Et puis bien sûr ce mystère qui persiste, mais où est donc passé l'avion de la Malaysia, disparu depuis 6 mois maintenant et dont on est toujours absolument sans nouvelles 6 mois après. Les compagnies aériennes prennent-elles trop de risques? C'est le thème de ce 271e numéro de Complément d'enquête. Tous les copilotes qui ont été engagés dans cette compagnie ont dû payer 55 000 € cash. Incroyable. Et inutile de vous dire que vous n'aurez aucun salaire là-bas. Pas de salaire. Non. Et c'est comme ça dans toutes les compagnies avec qui je travaille. L'extrait que vous venez de voir, c'est étonnant. C'est un intermédiaire qui propose un curieux arrangement. C'est une des révélations de ce soir. Lorsqu'on prend l'avion, on peut avoir affaire à un jeune copilote qui n'est pas payé, mais qui au contraire paye lui-même pour nous piloter. On va vous expliquer. On va aussi revenir sur l'un des drames de l'été, le vol Ouagadougou-Alger qui s'est écrasé au Mali avec 118 personnes à bord. Un vol d'Air Algérie sous-traité à une petite compagnie espagnole. Vous verrez que lorsqu'on prend un billet d'avion, on ne sait pas exactement avec quelle compagnie on va voler. C'est le système de l'affrètement que l'on va décrypter. Pour parler de tout ça, nous sommes ici à Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport français où chaque minute, un avion décolle ou atterrit. Air France nous a d'ailleurs ouvert les portes de lieux stratégiques qu'il est très rare de voir à la télévision. Ici, c'est le hall de maintenance de l'A380, le plus gros avion du monde. Sur les fauteuils rouges, je vais recevoir tout à l'heure le patron des commandants de bord d'Air France, mais aussi Michel Polaco, spécialiste de l'aéronautique et des questions de défense. Avec lui, on parlera des survols de zones de guerre. Mais d'abord, le mystère de la disparition du Boeing de la Malaysia. C'était donc il y a 6 mois. On n'a toujours pas retrouvé les restes de l'appareil, toujours pas pu expliquer ce qui s'est passé. L'enquête que l'on va voir maintenant montre que pourtant les moyens de tracer, de suivre les avions, ces moyens existent. Pourquoi ne les utilise-t-on pas? Pourquoi les compagnies ne tirent pas les leçons des drames précédents? C'est un reportage de François Neymin, Frédéric Minissier et Slavek Kouchalski pour Upside Télévision. Et pour réagir, pour tweeter et commenter, le mot-clé c'est d'enquête. Guylain Watrelot s'était toujours refusé à accueillir des journalistes. Enchanté. Je vous remercie de nous recevoir. Ouais. L'homme est d'un naturel plutôt discret et pudique. Pour évoquer le drame qu'il a vécu, il commence par nous montrer cette photo, celle de son bonheur familial, un bonheur brisé. Je me trouve tout d'un coup tout seul. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde. 33 000 pieds. Ingénieur, il s'était installé à Pékin avec sa famille. Sa femme, Laurence, et ses 2 plus jeunes enfants étaient partis prendre des vacances en Malaisie. Ils devaient rentrer de Kuala Lumpur le 8 mars dernier. Ils ont mystérieusement disparu avec le fameux vol MH370, un avion qui 6 mois plus tard reste introuvable. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que l'avion s'est crashé. Aucune preuve. Tant que vous n'avez pas de preuves, vous ne savez pas. Moi j'ai un fils qui a 20 ans et je pense qu'il est toujours dans le déni. Inconsciemment, oui. Je pense qu'il y a des jours où j'espère encore, oui. Sa famille a disparu avec les 230 passagers. Aujourd'hui, Guylain Watrelot se bat pour que l'on réponde à une question. Qu'est-il arrivé au MH370 ? Moi, encore une fois, j'ai perdu ma femme et mes 2 enfants dans cet avion. J'ai pas envie d'attendre 20 ans pour savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense que j'ai le droit à la vérité. Un drame pour lui et une énigme pour l'aviation civile, car jamais un appareil n'avait disparu sans laisser la moindre trace. 5 mois de recherche et toujours rien.
Des dizaines de bateaux ont ratissé l'océan Indien, mais pas un bout d'aile, pas un gilet de sauvetage, pas un seul débris n'a été retrouvé. Le vol MH370 est comme un avion fantôme évanoui dans la nuit du 8 mars 2014. Dès le lendemain, les familles crient leur colère. Nous voulons savoir ce qui s'est passé, connaître la vérité. Comment, à l'heure des satellites et des radars, un appareil peut-il disparaître des écrans de contrôle? Les compagnies sont-elles prêtes à payer le prix des équipements de sécurité les plus performants? Enquête sur les failles insoupçonnées de la sécurité aérienne. Pour tenter de percer le mystère du MH370, nous avons demandé à un ancien commandant de bord, Jean Serrat, de répéter minute par minute les principales étapes du vol. Pour cela, nous entrons dans un simulateur. Les conditions du 8 mars 2014 y sont reproduites à l'identique. Du tableau de bord jusqu'au tarmac de Kuala Lumpur. Il y a même d'autres appareils qui s'apprêtent à décoller. Nous nous sommes procuré les conversations entre le cockpit et le contrôle aérien. Il est minuit et demi, l'avion est encore au sol. Voyage 270 straight to Beijing via Pibos Alpha departure 6000 feet squawk 2157. Beijing Pibos Alpha 6000 squawk 2157. Malaysian 370, thank you. Il vient de lui donner un code du transpondeur 2157. Je vais mettre le transpondeur sur marche et à partir de maintenant, les contrôleurs aériens qui vont recevoir le message du transpondeur avec 2157 sur leur écran, ils verront apparaître MH370 et l'altitude de l'avion. C'est donc grâce à cet appareil, le transpondeur, que le contrôle au sol a pu suivre le MH370, du moins au début. Un peu après minuit 30, l'appareil se dirige vers la piste 32, puis lance ses réacteurs. Top. Décollage. À minuit 41, il décolle. Et lors des 40 premières minutes, tout est normal. L'avion atteint sa vitesse et son altitude de croisière. Level change. Conformément à son plan de vol, il se dirige vers Pékin. Et lorsqu'il est sur le point de quitter l'espace aérien malaisien, à 1h19, nouvelle et dernière communication avec le contrôle au sol. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. 2 minutes plus tard, tout bascule. D'un seul coup, l'avion va disparaître des écrans. Radar, puisque le transpondeur ici est mis sur off. Le transpondeur est mystérieusement coupé. L'avion disparaît des écrans radars. Et quand les contrôleurs aériens tentent de le joindre par radio, pas de réponse. Dans ces cas-là, un plan d'urgence est normalement déclenché. C'est en tout cas ce qui se passe dans la plupart des pays du monde. En France, tout se joue à Athis-Mons, en région parisienne. Derrière ces barbelés, à la Direction générale de l'aviation civile, un bâtiment ultra protégé où sont surveillés les milliers d'avions qui traversent l'espace aérien français. Les signaux envoyés par les transpondeurs des avions sont suivis sur ces écrans. Voici le ciel aux alentours de Roissy, une ruche. Pour éviter les collisions, chaque avion est identifié. Celui-ci, c'est le AF 645. 134 signifie qu'il vole à 13 400 pieds, 4000 mètres d'altitude. La flèche indique qu'il descend. Par radio, les contrôleurs les guident dans le ciel. Bonjour à France 3852, montée du vol 260, vitesse libre, la route Valcure. Route Valcure, mon niveau 260, vitesse libre, France 3852, merci. Les pilotes doivent impérativement répondre, sinon voilà ce qu'il se passe. Bravo Romeo Sierra 4639, descent flight level 70. Depuis 2 minutes, ces deux contrôleuses n'arrivent plus à joindre un avion brésilien.
Bravo Romeo Sierra Fox 69 Paris, do you read me? Là par exemple, il ne répond pas. Une des deux contrôleuses appelle immédiatement le chef de salle. C'est grave. Bah, il va falloir qu'on le récupère quand même pour lui donner les consignes. Il y en a un qui ne répond plus. BRS 4639, arrivé le boucher là. Leur chef leur demande d'insister. Au bout de 3 minutes, enfin une réponse. Oui, on l'a récupéré, voilà. Ok. Heureusement, car sinon le plan d'urgence aurait été lancé. Soit déclencher des phases d'alerte parce qu'on pense qu'il y a eu un accident, soit faire appeler les militaires pour qu'ils fassent décoller la chasse pour voir si l'avion, si tout se passe bien à bord. Des avions de chasse, toujours prêts à décoller sur un simple coup de fil de ces militaires, présents dans la salle. Mais pour le MH370, aucun des pays survolés n'a réagi. Jamais l'armée de l'air malaisienne n'a jugé bon d'intervenir. Pourtant, à 1h30, le Boeing n'est plus sur les écrans radars et les pilotes ne répondent à aucun appel. Plus inquiétant encore, l'avion va opérer un virage à l'ouest et quitter complètement son plan de vol. C'est ce que révèlent d'autres radars militaires ceux-là qui ont pu le suivre pendant encore plus d'1 heure. À 2h40 du matin, selon la version officielle, les radars militaires l'auraient eux aussi perdu de vue. Où est ensuite allé l'avion ? Au-dessus de l'océan, plus aucun radar. Impossible alors de connaître sa trajectoire. Voilà pourquoi la zone de recherche est immense. Un avion qui disparaît au-dessus de l'océan et dont on recherche l'épave pendant des mois. Ça n'est pas la première fois que ça arrive. Cette catastrophe en rappelle une autre, celle du 1er juin 2009. Bonsoir, un seul titre dans l'actualité ce soir, la disparition d'un Airbus d'Air France dans l'Atlantique Sud avec 228 personnes à bord. Lancés à la recherche de l'appareil, les secouristes ont mis 6 jours à retrouver quelques débris de l'Airbus d'Air France qui assurait la liaison entre Rio et Paris. Mais surtout, il a fallu 2 ans pour localiser l'épave et ses boîtes noires. Avec la disparition de l'avion malaisien, certains accusent. On ne tirerait pas les leçons des accidents précédents. C'est ce qui met en colère Laurent Lamy. On continue de rabâcher les mêmes choses, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire quelque chose ? Le Rio-Paris, c'est le combat de sa vie. Il a gardé toutes les coupures de presse sur cet accident. Son frère Eric était dans cet avion. 5 ans après, la douleur est intacte. Il avait 36 ans. Okay. Ce qui l'a le plus marqué, c'est de ne pas savoir pendant des jours où était l'avion ni ce qui s'était passé. Une attente qui a laissé naître tous les espoirs, même les plus fous. On se raccroche au moindre petit, même infinitésimal espoir. On veut croire que tout ça n'est qu'un cauchemar et que, oui, ils ont pu, par exemple, nager, aller se rendre sur une île, enfin des choses qui, pour nous... ça, vous l'avez imaginé, vous, pour votre frère ? On me disait peut-être qu'il a pu s'en sortir. Après tout, on n'avait quasiment aucune information. Donc, oui, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Aujourd'hui, je reconnais que ça n'est pas rationnel. À la tête d'une association de victimes, Laurent Lamy réclame depuis 5 ans un suivi des avions, minute par minute. Assurer un suivi en temps quasi réel, y compris au-dessus des océans, là où il n'y a pas de radar. Si on avait la position d'un avion toutes les minutes, eh bien on n'en serait pas encore aujourd'hui à chercher le MH370. Et il est évident qu'il y a 5 ans, on aurait retrouvé aussi la F447 beaucoup plus rapidement. On n'aurait pas mis 2 ans pour le retrouver et ça n'aurait pas coûté des millions d'euros comme ça a été le cas. C'est comme si ça n'avait servi à rien, quoi. Donc on n'a pas su tirer les leçons du passé. À l'heure du GPS et des satellites, comment est-il encore possible de perdre la trace des avions au-dessus des océans ? Juste après le drame du Rio-Paris, le BEA, qui enquête sur les accidents, avait déjà recommandé qu'on puisse suivre les avions à la trace. Car les moyens techniques existent, mais ils sont très coûteux et très peu de compagnies les ont mis en place.
Roissy, le siège d'Air France. Traumatisée par la perte du Rio-Paris, la compagnie est l'une des rares à s'être donné les moyens de garder un œil sur tous ses avions, partout sur la planète. En investissant 30 millions d'euros, la compagnie française a amélioré un système baptisé ACARS, qui équipe déjà tous les avions de ligne. Et il a fallu former 320 personnes. Alain, par exemple, surveille en ce moment un Paris-Los Angeles. Il vient de traverser l'Atlantique, donc je le suis. D'ici 2 heures, je lui indiquerai qu'il y a une zone orageuse sur sa route. Donc là, cet avion, vous le suivez au-dessus des États-Unis, oui. Mais ils sont suivis de la même façon au-dessus des océans? Nos avions nous envoient des reports de position toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, on sait où sont les avions. Vitesse, altitude, position, tout est dans ce petit carré bleu. Comment est-ce possible sur les zones où il n'y a pas de radar? Les informations sont envoyées vers un satellite. Elles redescendent ensuite vers Roissy. Donc à Air France, en fait, on ne peut pas perdre d'avion, comme on l'a vu dans l'actualité récente. Pour moi, non. Ce système, bon nombre de compagnies n'ont pas jugé indispensable de s'en équiper. Alors, quand un avion disparaît en mer, la seule façon de savoir ce qui s'est réellement passé, c'est de retrouver les boîtes noires. Et si parfois cela prend des mois, c'est que là encore, le matériel est souvent dépassé. À Miami, en Floride, voici la société Duquesne-Seacom, dirigée par Chuck Schofield. L'entreprise fabrique le dispositif qui permet de retrouver les boîtes noires. Alors vous voyez, c'est ici qu'on fabrique les balises. Des balises en forme de petits tubes, obligatoires à bord de tous les avions. Ce sont en fait des émetteurs. Ça, ce sont les émetteurs qui vont sous l'eau. Et on les met là, sur la boîte noire. Placées de cette manière, une fois au contact de l'eau, les petites balises émettent un son très caractéristique. C'est ce son-là qui est recherché. Quand un bateau équipé d'une sonde recherche une épave ou une boîte noire sous l'eau, c'est ça qu'il cherche à capter. Un système éprouvé et qui semble infaillible. Pourtant, ces balises ont une portée limitée. Elles n'émettent que sur 2,5 km. Or, la profondeur moyenne des océans est de 3,5 km. Les systèmes d'écoute ont donc peu de chances de repérer ces balises qui cessent d'émettre au bout de 30 jours. Celles du vol disparu de la Malaysia Airlines sont silencieuses depuis le 6 avril. Il ne reste qu'une chance infime de les localiser. Voilà ce qui désole Chuck, car dans son bureau, il garde 2 prototypes qui auraient pu aider à retrouver le Boeing malaisien, sans que cela ne coûte très cher. Celui-là, c'est la version 90 jours plutôt que 30 jours. Mais elle ressemble beaucoup à l'autre, non? Rien ne change, sauf qu'elle émet 2 mois de plus. Et donc, ça laisse plus de temps aux autorités pour retrouver l'épave. Les derniers progrès permettraient aussi aux avions d'avoir une deuxième balise émettant sur 11 km au lieu de 2,5 km auparavant. Les appareils deviendraient localisables, même s'ils sont au plus profond de l'océan. Mais la plupart des avions n'est pas équipé de ces nouvelles balises, car l'organisme qui a le pouvoir de changer la loi tarde à les imposer. Cologne, en Allemagne, au siège de l'Agence européenne de sécurité aérienne. 22 étages, 700 agents. Leur métier, écrire des règlements votés ensuite par le Parlement européen. Guillaume Aigouin a fait plancher une brochette d'experts sur cette question des boîtes noires. Et voici le résultat. Une proposition de loi qui rendrait les nouvelles balises obligatoires. Remplacer les balises subaquatiques de seulement 30 jours. Mais le gendarme des airs n'est pas pressé. Il a fallu 2 ans pour arriver à ce texte. Le temps que les experts examinent les nouveaux émetteurs,
sous toutes leurs coutures. L'étude d'impact fait donc 20 pages. 20 pages d'études pour des balises déjà opérationnelles. Voilà. Et c'est vrai que cette façon de travailler, forcément, ne favorise pas la vitesse. Par contre, elle permet de faire une démonstration qui, ensuite, est extrêmement solide et qui n'est pas contestable. Qui n'est plus contestable, voilà. Il risque de s'écouler encore un peu de temps avant que ces balises ne soient installées à bord de tous les appareils. Les compagnies auront jusqu'en 2018 pour s'équiper. Et voilà pour ce reportage signé François Nénin et Frédéric Minissier. On se retrouve ici au pied d'un moteur de Boeing 777. Ça fait 9 tonnes, cet engin. On est dans le hangar Zephyr d'Air France, le hangar de maintenance. Ce moteur, il vient d'être entièrement démonté et remonté. Cet après-midi, il va y avoir des tests de poussée. Et si tout va bien, si tout marche, dès demain, il sera remonté sur un Boeing d'Air France et il pourra reprendre le vol. On se retrouve ici avec Jean Seurat. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir avec nous pour commenter tout ce qu'on vient de voir. Impressionnant, tout ce qu'on vient de voir. En gros, on comprend que 5 ans après le Rio-Paris, presque rien n'a été fait pour tirer les conséquences de cette catastrophe. Alors, comme vous le savez, après le Rio-Paris, il y a eu des enquêtes de fait, il y a eu des études de fait pour dire, bon, maintenant, l'un des points clés, c'est qu'à l'échelon mondial, on doit pouvoir tracer les avions. Visiblement, ça n'a pas été suivi des faits. Quelques 5 ans plus tard, nous avons des avions comme malheureusement le MH370 qui étaient équipés avec un moyen que vous pouviez à la fois couper de l'intérieur si vous aviez de mauvaises intentions ou carrément qui était indétectable parce que le système n'a pas progressé alors que ça ne coûtait pas beaucoup d'argent. Et donc à l'heure où on parle, il y a toujours dans le ciel, au-dessus des océans, des avions qu'on ne peut pas détecter. On ne sait pas où ils sont. Moi, j'ai un téléphone portable sur moi. Vous en avez un aussi. Tout le monde sait où on se trouve à chaque minute. Les avions avec 300 passagers à bord, on ne sait pas où ils sont. Totalement. Et en plus, avec l'exemple que vous prenez de votre téléphone, rappelez-vous qu'on vous détecte votre téléphone parce qu'il est en marche. Si à bord du MH370, il y a une personne qui a coupé volontairement la carse, ce fameux boîtier, et le transpondeur, le boîtier qui permet au contrôleur aérien de nous repérer, bien sûr que l'avion n'est plus repérable. Donc, il faut en tirer la conclusion immédiate qu'on doit voir ces boîtiers à bord des avions que l'on ne puisse pas volontairement couper. Ça existe sur les voitures. Sur les Bien voitures, sûr. on peut mettre une puce GPS. Bien sûr. Son assureur est content. Si elle est volée, on va la retrouver facilement. Cette puce GPS qu'on a sur les voitures, pourquoi on ne l'a pas sur les avions? Alors, l'un des problèmes, c'est un problème d'argent. Parce que vous transmettez en permanence, tous les avions, quelques 100 000 vols par jour, transmettent en permanence. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir dépenser des sous pour mettre des satellites, pour qu'ils puissent transmettre toutes ces données. Alors, jusqu'à présent, soyons clairs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les conclusions du Paris-Rio n'ont pas été suivies des faits, c'est à nouveau une question d'argent. Mais je pense qu'avec le MH370, les choses vont changer. Alors justement, sur ce vol malaisien dont on ne comprend toujours pas ce qu'il est devenu, ce qui a pu se passer, on est 6 mois après aujourd'hui. On en est où des hypothèses? Vous aviez été peut-être un des premiers à penser au détournement. Vous continuez à le dire 6 mois après? Je continue à penser qu'il y a eu un détournement de cet avion, compte tenu de la trajectoire que vous avez montrée dans votre reportage. Vous comprenez bien que s'il y avait eu un feu à bord, je veux bien que la carse et le transpondeur aient pris feu également et qu'ils ne transmettent plus. Mais alors pourquoi cet avion suit cette trajectoire très particulière qui est verticale des frontières entre la Thaïlande et la Malaisie? Puis vire à droite, il est tout le long de la frontière entre la Thaïlande et l'Indonésie. Il s'agit d'une navigation de professionnels. Il s'agit pas. Il passe le long des frontières. Il passe vertical des frontières. On peut tout de suite se dire pourquoi. Peut-être pour ne pas être intercepté par les forces militaires de Thaïlande ou d'Indonésie ou de Malaisie. C'est ça qui, depuis le début, et je ne suis pas le seul, c'est ça qui amène beaucoup de gens à penser que cet avion a été détourné par des professionnels, des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et une des directions qu'il prend, elle mène vers la base américaine de Diego Garcia, une très grande base américaine dans l'océan Nous Indien. sommes nombreux à penser que la base la plus importante au monde, stratégique,
extrêmement importante, avec armement nucléaire. C'est la base de Diego Garcia, qui se trouve au sud des Maldives, à peu près 2000 km au sud de l'Inde. Et on est nombreux à penser que peut-être cet avion a été détourné par des gens qui voulaient faire un 11 septembre bis sur cette base de Diego Garcia. C'est tout à fait plausible. C'est une hypothèse. On saura un jour? Je suis persuadé qu'on sera. Ce que j'aimerais, c'est que, comme pour le fameux avion de la Coréane, qu'on n'ait pas la réalité des faits 15 ans plus tard. Ce serait bien que nous ayons les faits le plus tôt possible. Mais rappelez-vous que des gens qui habitaient une île des Maldives ont vu passer, ils ont témoigné une semaine après, qu'ils ont vu passer l'avion à basse altitude à 5 h du matin. On n'en entend plus parler. Merci Jean Seurat pour ces explications. Et retour maintenant sur l'un des drames de l'été, le crash du vol Ouagadougou-Alger, l'appareil de la compagnie Swiftair, affrété par Air Algérie, qui a disparu des écrans radars au-dessus du Mali. Problème météo, équipage surmené. Que sait-on vraiment de ce crash qui a fait 118 morts? C'est une enquête de Lionel Poussery, Édouard Bergeon et Olivier Leplan pour Upside Télévision. Un mois après le crash du vol AH-5017, la vie semble avoir repris son cours à l'aéroport de Ouagadougou. La liaison vers Alger est toujours assurée 4 fois par semaine. Au comptoir d'Air Algérie, il n'y a pas foule. Ce soir, 24 passagers s'apprêtent à embarquer. Des Français, des Suisses, des Burkinabés, plutôt fatalistes au moment de prendre l'avion. C'est statistiquement le moyen le plus sûr. Après, pas de chance, ça existe toujours. Voilà. Je pense que ça fait 60 ans, l'aéroport de Ouaga n'a jamais eu rien. Chaque aéroport son tour. Air France est crashé aussi. Nous filmons avec l'accord des autorités de l'aéroport. Mais un représentant de la compagnie va tenter d'interrompre notre tournage. Vous êtes en train de filmer un vol Air Algérie sans le consentement de la compagnie. Il vous faut votre autorisation? Bien sûr, monsieur. Air Algérie s'est enfermé dans le silence depuis la catastrophe. Depuis qu'un de ses avions a disparu des écrans radars au-dessus du Mali, avec 116 personnes à bord. La nouvelle est tombée le 24 juillet, au lendemain du crash d'un ATR à Taïwan et une semaine après l'explosion d'un Boeing au-dessus de l'Ukraine. La série noire dans l'aérien se poursuit. Édition spéciale ce soir après la disparition d'un avion d'Air Algérie. À bord, 54 Français, 23 Burkinabés. Parmi les victimes, plusieurs familles qui rentraient de vacances au Burkina Faso. En France, l'émotion est immense. Je pense aux familles qui sont dans l'angoisse, qui attendaient dans les aéroports. L'avion, ce MD-83, appartenait à une petite compagnie espagnole, la Swiftair, affrétée par Air Algérie. Il s'est écrasé en plein désert, une demi-heure après son décollage. Nous sommes dans un choc particulièrement violent qui a généré une polyfragmentation quasi instantanée des corps des victimes. Orage violent, attentat, erreur de pilotage, quelle est la cause de ce drame? Nous sommes allés en Espagne, au Maroc, au Burkina Faso. Nous avons rencontré les familles de victimes, reconstitué les dernières minutes du vol et découvert les pratiques méconnues d'une compagnie aérienne très discrète. À Ouagadougou, certains ont payé un lourd tribut dans ce drame. Kadiatou Diallo est une grand-mère très éprouvée. Elle a perdu 7 de ses proches dans le crash. Des disparus dont les visages ont été réunis dans ce cadre. Lui, c'est mon Benjamin, mon fils. Dans l'avion, il y avait aussi sa belle-fille Sa femme, et 5 de ses petits-enfants. sa fille aînée, Il rentrait en France après un séjour en famille. le garçon troisième, quatrième, sa dernière fille. Comment vous êtes aujourd'hui? J'ai tout remis à Dieu, sinon je ne tiendrai pas debout. Dans cet album,
Elle a rassemblé les photos de leurs dernières vacances et des derniers instants partagés avec eux. C'était quelques heures avant le drame. C'est votre petite fille? Oui, là. Et son père. Elle a été prise quand cette photo? Hein? Elle a été À l'aéroport. Le jour de leur départ. À l'aéroport. Et les enfants ne voulaient pas partir. La dernière, là, elle est venue, mon frère, elle a attrapé sa jambe comme ça, en disant « Papi, moi, je veux rester avec toi ». Son père est venu la chercher près de moi et tous les trois, on était là. C'est là où la petite s'est mise à pleurer. Et elle nous a fait pleurer tous. Juste avant le départ. Avant le départ. Aujourd'hui, les familles de victimes sont seules avec leurs souvenirs et leurs douleurs, sans avoir pu se recueillir sur les dépouilles de leurs proches. De l'avion et de ses passagers, il ne reste presque rien. Juste cette terre brûlée, ces traînées noires et des morceaux de carlingue déchiquetés. Un périmètre de 300 mètres carrés où les boîtes noires de l'avion ont été retrouvées. L'une d'elles, celle qui enregistre les paramètres techniques, a commencé à parler, permettant aux enquêteurs du bureau enquête et analyse de reconstituer les dernières minutes du vol. L'avion part en virage à gauche et se met à perdre rapidement de l'altitude. L'appareil n'a pas explosé en vol, mais s'est désintégré en touchant le sol. À 500 mètres d'altitude, juste avant le crash, l'avion était toujours en état de marche. On peut estimer qu'il y a environ 1 seconde entre ce dernier point enregistré et l'impact de l'avion avec le sol. Difficile donc d'imaginer que l'avion ait été la cible d'un engin explosif. Alors que s'est-il passé? L'appareil décolle à 1h15 de Ouagadougou. Cette nuit-là, le ciel est dégagé, mais tous ceux qui travaillent sur le tarmac savent que l'avion affrété par Air Algérie va affronter un orage. Les conditions météorologiques, c'était mauvais pour tout le monde avec 1000 km ou 900 km. Les images satellites de la zone montrent un front orageux qui monte à plus de 10 000 mètres et barre le passage entre le Burkina Faso et l'Afrique du Nord. 15 minutes après le décollage, les écrans de la tour de contrôle enregistrent cette image. L'avion amorce un virage vers l'ouest pour contourner les orages. Cette trajectoire, le BEA l'a reconstituée et nous l'avons montrée à Jean-Luc Potier. Ce pilote connaît très bien cette zone de l'Afrique et il a longtemps volé sur le même appareil que l'équipage du AH-5017. On peut difficilement comprendre pourquoi il rase ce nuage aussi près. Pourquoi il n'a pas été plus à gauche pour éviter carrément cette masse nuageuse? Il y a plusieurs réponses possibles également. Une histoire de carburant, d'autonomie, l'histoire de temps de vol. Est-ce qu'il a pris cette décision pour gagner du temps? Plein de questions peuvent se poser. Les pilotes se sont-ils laissés piéger par les conditions météo? Étaient-ils assez expérimentés pour voler dans cette zone où les orages sont violents et dangereux? Ces questions, nous sommes allés les poser au sous-traitant d'Air Algérie, la compagnie Swiftair. Jusqu'au crash, c'est elle qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger. Dans la banlieue de Madrid, le siège de cette entreprise a des allures de bunker assiégé. Portes fermées, fenêtres occultées, les journalistes en sont réduits à faire le pied de grue en attendant la sortie d'un salarié. Non, je n'ai rien à déclarer et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partir, je n'ai rien à ajouter, je n'en sais pas plus. La compagnie préfère se taire et nos questions restent pour l'instant sans réponse. Quelques jours plus tard, nous apprenons qu'une messe est organisée en mémoire des 2 pilotes et des 4 stewards, dont voici la dernière photo, quelques jours avant le crash. Dans cette église, une 50aine de personnes sont réunies.
famille, amis, anciens collègues sont venus leur rendre un dernier hommage. Après la cérémonie, plusieurs pilotes tiennent à défendre la mémoire de leurs collègues décédés. Le commandant de bord, Agustín Comrón, et la copilote, Isabel Gost. Toute erreur venant des pilotes, je l'écarte. C'est impossible, absolument impossible. Je ne connais personne qui ait autant d'expérience qu'Agustín. Avant de passer 3 ans chez Swiftair, il a été commandant de bord pendant de nombreuses années. Isabelle était une très grande professionnelle. Et c'était une pilote très expérimentée. Dans ce concert d'éloges, il y a une note un peu dissonante. Cette jeune femme était la meilleure amie de Federico Cardenas, l'un des stewards. Il lui avait confié être fatigué par ses cadences de travail. On s'est parlé quelques jours avant l'accident. Il faisait beaucoup d'heures de travail. Il volait plusieurs jours d'affilée, 7 jours de suite. Il était fatigué. Federico n'était pas le seul à s'en plaindre. Une semaine avant le crash, un autre steward avait alerté la compagnie dans un mail publié depuis par la presse espagnole. Nous avons détecté une fatigue généralisée, physique et psychologique de toute l'équipe lors des rotations. Le rythme paraissait soutenu. C'est ce que nous confirme une source interne qui a eu accès au planning de l'équipage. Dans la semaine du 10 au 16 juillet, pilotes et stewards ont travaillé 7 jours d'affilée, enchaînant le plus souvent 4 vols par jour. Le 11 juillet, par exemple, ils ont fait Alger-Montpellier, Montpellier-Oran, Oran-Montpellier et pour finir, Montpellier-Alger. 4 décollages, 4 atterrissages, 12 heures de travail dans la même journée. Cela paraît beaucoup, mais c'est autorisé par la réglementation espagnole. Ce rythme de travail et la fatigue qu'il engendre ont-ils joué un rôle dans la catastrophe? Dans cet hôtel, nous avons rendez-vous avec un steward qui travaille à la Swiftair. Il a accepté de nous parler, à condition que nous préservions son anonymat. Comme la majorité de ses collègues, il est en situation précaire. Il a signé avec la compagnie un contrat à durée déterminée de 6 mois et depuis le printemps, il accumule les journées à rallonge. Tu sais quand ta journée de travail commence, mais tu ne sais pas à quelle heure elle va finir. Tu sais que tu vas travailler le maximum d'heures possible, avec juste le repos minimal réglementaire, mais parfois, il n'y a même pas ce minimum légal. Ce steward n'a pas d'informations précises sur les horaires des pilotes avant le crash, mais il estime que la fatigue peut altérer les réflexes d'un équipage. Tout ce qui concerne le repos et l'état physique et mental des équipages a un impact sur la sécurité d'un vol. Si on doit faire une évacuation de l'avion ou s'il y a un feu à bord, avec la fatigue, on n'est pas dans les mêmes conditions physiques et mentales pour résoudre ce problème. Swiftair, cette compagnie où l'on travaille très dur, n'est pas une inconnue en Europe. Créée en 1986, elle possède une trentaine d'avions, comme cet Embraer ou ce Boeing, filmé à l'aéroport de Madrid. Une flotte d'appareils un peu vieillissants, loués avec leurs équipages à d'autres compagnies. On appelle cela l'affrètement. Ce sont des intermédiaires qui s'en chargent. À Paris, l'une de ces sociétés a accepté de nous ouvrir ses portes. Tous les jours, ces courtiers doivent trouver des avions pour des tours opérateurs. Dis-moi, donc l'enregistrement c'est terminé? On a la possibilité de prendre un avion plus petit qui vous coûterait moins cher. Pour faire leur choix, ils ont une base de données qui note chaque compagnie. Les critères, le nombre d'accidents, la solidité financière et l'âge de la flotte. Un code couleur permet de visualiser le classement. Vert quand tout va bien, orange et rouge quand il ne faut surtout pas y avoir recours. Avant le crash, la notation de la Swiftair n'était pas très bonne.
Swiftair était classé en orange. Orange ici, c'est notamment en fonction de l'âge des appareils. On voit que la moyenne d'âge de leurs avions, de toute leur flotte, est de 18 ans. Donc au-delà de 15, ça passe automatiquement en orange. Et les avions qui sont utilisés chez eux, notamment les AMD, c'est des avions qui sont assez anciens, qui sont plus très récents. Depuis la catastrophe, cet affréteur a classé la Swiftair en rouge. Un classement privé qui n'interdit en rien aux appareils de la compagnie espagnole de voler. Les passagers français peuvent se retrouver sans le savoir dans un avion de la Swiftair. C'est l'expérience que nous allons faire. Nous avons pris un billet pour un vol entre Paris et Tanger avec Royal Air Maroc. À l'aéroport d'Orly, à l'enregistrement, l'hôtesse nous informe que nous ne volerons pas Bonsoir madame, je vais à Tanger. Sur la compagnie marocaine. Ce sera par le Royal Air Maroc, mais ce sera Swiftair. Et pourquoi ça m'arrive à moi alors? Vous avez eu la malchance de prendre votre vol aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. L'avion qui va nous emmener au Maroc, le voici. C'est un MD-83, exactement le même que celui qui s'est abîmé au Mali. Il n'est pas siglé, mais il appartient bien à la Swiftair. Depuis le crash, beaucoup de passagers s'inquiètent. Parce que c'est la dernière fois que on en a bien vu, déjà, pourquoi on paye Air Maroc et que c'est on a loué madame, on a affrété un avion. Non, nous on a payé Air Maroc. Oui madame, vous avez payé la Royal Air Maroc, vous allez avoir les mêmes services à bord. Ouais, peut-être pas la même équipe. Parfois, certains passagers refusent d'embarquer, mais ce soir, tous montent à bord, où ils sont accueillis par un équipage espagnol. L'appareil n'est pas tout jeune, il a 25 ans. Mais le vol se fera sans encombre, jusqu'à l'aéroport de Tanger. À 2600 km de là, à Ouagadougou, la liaison vers Alger a été reprise en direct par Air Algérie. Sur cette ligne aujourd'hui, on ne voit plus d'avions de la Swiftair. Et c'était une enquête donc signée Lionel Poussery et Édouard Bergeon. On va revenir sur ces questions de possible surmenage des équipages tout à l'heure. On sera avec le patron des pilotes d'Air France. Mais d'abord, bonsoir Michel Polacco. Bonsoir. On vous retrouve ici au cœur du tarmac de Roissy, devant Roissy 1. Vous êtes spécialiste des questions aéronautiques et des questions de défense à Radio France. Vous avez donc cette double casquette. Vous connaissez les avions et vous connaissez les armes. On va revenir avec vous sur l'autre drame de l'été, ce Boeing de la Malaysia, abattu en plein vol au sud de l'Ukraine, de 298 morts, fauché à 10 000 mètres d'altitude, donc en plein vol à leur altitude de croisière. C'est quand même très inquiétant de découvrir qu'à 10 000 mètres d'altitude, on n'est plus en sécurité. À 10 000 mètres d'altitude, on n'est pas en sécurité si des gens tirent des missiles sur les avions. Mais en principe, personne ne le fait. Il se trouve que dans cette région, depuis quelques semaines, car ça a commencé en fait au début du mois de juin, les pro-russes ont commencé à tirer sur des avions et des hélicoptères des forces régulières ukrainiennes. Et ce jour-là, probablement, utilisant l'une des batteries de missiles dont ils disposent, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, il y a énormément d'armes qui sont demeurées après l'explosion de l'URSS, en utilisant l'une de ces batteries de missiles pour probablement abattre un avion qu'ils pensaient être un avion militaire, avec ce missile très performant qu'ils utilisaient, qui est un missile antimissile, eh bien, ils ont touché cet avion civil et l'ont abattu. Mais on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Pourquoi on continuait? Pourquoi les compagnies continuaient à survoler l'Ukraine? Je pense que c'est une question de viscosité politique, si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque des conflits éclatent, on ne se dit pas immédiatement que le ciel devient dangereux. Alors si c'est la Libye, par exemple, évidemment, on sait qu'on va envoyer des missiles, des avions de combat, etc. Donc on prévient. Et il y a des notables, des avis aux navigateurs aériens qui sont publiés et qui disent « Attention, cette région, pendant cette période, etc., est dangereuse de survol ». Mais c'est vrai que ce qui se passait en Ukraine depuis plus d'une année n'était pas apparemment une opération aérienne. Et donc, a priori, le ciel de l'Ukraine n'était pas dangereux. Or, il aurait fallu, depuis le mois de juin,
que quelques pays voisins, riverains, ou que quelques pays qui possèdent des systèmes de veille, comme la France, les États-Unis, la Russie, etc., alertent et disent « Attention, on utilise des missiles anti-aériens en Ukraine, il faut que le ciel d'Ukraine soit protégé. » Alors, si c'est arrivé en Ukraine, on se dit ça peut arriver au-dessus de l'Irak, ça peut arriver au-dessus de la Syrie, ça peut arriver au-dessus de l'Afghanistan, au-dessus de l'Afrique ou d'autres? Oui, ça veut dire que ça peut arriver au-dessus de n'importe quel pays en guerre où des combattants disposent d'armes et peuvent commettre des erreurs. Alors d'armes assez sophistiquées, mais il faut savoir que ces armes, ces missiles antimissiles ou ces missiles anti-aériens très performants, il y en a beaucoup qui traînent dans le monde. Il y a des régions où il y en a plus, il y a des régions où il y en a moins. Mais regardez par exemple à Gaza, on a vu que les Gazaouis étaient capables, les gens du Hamas étaient capables de tirer des missiles à presque 70 km du terrain de Gaza. C'est des missiles sol-sol, c'est vrai, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, ils ne pourront pas disposer de missiles solaires, puisque manifestement, il y a des armes qui traînent partout. Les zones les plus dangereuses du monde aujourd'hui pour vous? Regardez la Syrie. La Syrie est un pays qu'il faut prendre au sérieux. À un moment donné, on voulait attaquer la Syrie et les forces régulières du président Assad. Il faut bien se dire que ça aurait présenté un véritable danger et qu'il aurait fallu évidemment interdire le survol de la Syrie aux avions civils. Michel Polaco, quelques chiffres. En ce moment même, il y a à peu près 1 million de passagers qui volent, là, dont certains qui viennent de décoller d'ici de Roissy. Dans le monde, oui. Dans le monde. Un peu plus de 3 milliards de passagers par an. Combien de morts? Il y a en gros les bonnes années, depuis une dizaine d'années, entre 200 et 500 morts par an, comparé aux 3 milliards 200, 3 milliards 300 millions de passagers qui montent dans les avions tous les ans. Donc c'est-à-dire que ce chiffre est très faible. Vous allez nous dire l'avion, c'est le transport le plus... Oui, c'est le transport le plus sûr. Néanmoins, l'aviation tend vers le risque zéro. Et il faut reconnaître que les quelques catastrophes auxquelles on a assisté ces derniers mois sont des catastrophes qui rentrent dans la catégorie dite évitable. Ça ne devrait pas se produire. Donc il faut quand même encore améliorer le système de sécurité technique, le système de sécurité politique contre le terrorisme, parce qu'il n'est pas normal qu'on prenne des risques avec sa vie quand on monte dans un avion civil. Donc vous, Michel Polaco, vous continuez à prendre l'avion tranquille? Moi, je continue à prendre l'avion tranquille parce que je sais que sur les 30 000 avions qui volent, mon risque d'être victime d'un accident est quasiment inexistant, oui. Et surtout si le pilote est bon. Merci Michel Polaco. On va maintenant parler d'un métier que vous connaissez bien, le métier de pilote de ligne, métier de rêve, métier très bien payé. Mais pour les jeunes, ça devient vraiment très difficile de rentrer dans la carrière. Certains sont même obligés de payer pour pouvoir travailler. C'est une des révélations de ce reportage de Lionel Poussery, François Richard et Gaël Hubert pour Upside Télévision. Avec lui, la vie semble toujours simple. Bon, ça va être un vol sympa. Ouais. Toujours bronzé et le sourire vissé aux lèvres, Éric Prévost a tout du parfait pilote. À 47 ans, ce commandant de bord au costume impeccable pilote des longs courriers chez Air France. Le sommet d'une carrière. Aujourd'hui, départ pour Shanghai, à bord d'un 777, la perle des Boeing. Pendant les 11 heures de vol, Éric Prévost aura entre ses mains la vie de 237 passagers et 13 membres d'équipage. Un métier sous pression, un des derniers qui fait rêver. Air France 112, autorisé décollage 2346, passé avec le départ 124-35. Ukraine à 128, bonjour, from Quebec 6, line up runway 27 left. Décollage sans accroc. Je prends légèrement à gauche, à 2 degrés, d'accord? Ouais, d'accord. Le commandant de bord nous emmène dans son décor favori, à 10 000 mètres d'altitude. Derrière ses lunettes, les yeux d'Éric Prévost ne sont jamais blasés, même après 25 ans, à survoler tous les paysages de la planète. On peut faire 2 fois le même vol et ce sera une météo différente, des paysages différents, des couleurs différentes. Alors, on ne s'en blesse pas de ce métier. À cette beauté pure, s'ajoute le plaisir de rattraper le temps. L'impression de courir après le soleil. Et là, ce que vous voyez en face, c'est l'ombre de la Terre, la nuit qui approche. Nous allons donc rentrer dans la nuit doucement, aller chercher le soleil de l'autre côté de la Terre. Et quand nous arriverons à Shanghai, eh bien, le jour se lèvera.
fait partie du métier de pilote, c'est d'aller chercher le soleil de l'autre côté de la Terre. Traverser la nuit en quelques heures, planer au-dessus des nuages, pour 18 000 € par mois. La vie des pilotes comme Éric Prévost est un rêve de plus en plus inaccessible. Commandant de bord, pour le grand public, cela veut dire de belles escales, des voyages exotiques et bien sûr le prestige de l'uniforme. Mais cette image d'Épinal appartient au passé. Aujourd'hui, le chemin qui mène au cockpit est semé d'embûches, chômage, petits boulots et rythme effréné. Notre enquête lève le voile sur une pratique abusive qui gangrène le secteur, le pay to fly. Nous avons rencontré de jeunes pilotes aux commandes de vrais avions avec de vrais passagers, mais qui sont obligés de payer les compagnies pour faire leur métier. En France, les meilleurs pilotes sont formés sur les pistes d'entraînement de l'ENAC, comme ici à Montpellier, l'école la plus prestigieuse, la plus sélective aussi. Chaque année, 1500 candidats se présentent au concours, seuls les 20 premiers sont pris. À 21 ans, Robin fait partie de ceux qui ont réussi à décrocher une place. Pour l'instant, il ne vole que sur ce TB20. J'effectue la visite pré-vol, qui est obligatoire avant tout vol de l'appareil. Mais Robin se voit déjà aux commandes de beaucoup plus grands. Moi, j'admets avoir un petit faible pour le Boeing 777. Il est très très beau parce que c'est un de ces géants des airs qui peut transporter 300 passagers et un des avions les plus longs au monde. En attendant, c'est à bord de son 4 places qu'il apprend son métier. Ce jour-là, son instructeur lui a réservé une petite surprise. Tirer un rideau noir devant ses yeux. C'est en panne, c'est couvert à 300 pieds et il y a une RVR de 1600 mètres. C'est reçu. Donc je vais mis un rideau pour simuler la présence de nuages. Donc ça permet qu'ils ne voient pas la piste et qu'ils ne travaillent qu'avec les instruments pendant l'approche finale. Ce vol, Robin le fait donc à l'aveugle, avec comme seules indications les données de ses instruments. Quelles sont les probabilités de réussite de la percée? Elles sont très faibles. Elles sont relativement faibles. On conserve une bonne descente pour être... À 120 mètres du sol, comme Robin ne voit toujours pas la piste, il décide de remettre les gaz. Go round. Flaps 10. Flaps 0. Tu vas tout droit. Je te dirai quand on a passé la piste. En une fraction de seconde, C'est pas 637 avant remis les gaz. il a fait le bon choix. Pour avoir ses bons réflexes, un seul secret, des manuels épais, appris par cœur, et l'entraînement, y compris dans des simulateurs, pour apprendre à gérer d'autres pannes. C'est pas 637, on a un problème de train, demandons à nous mettre en attente sur Espigny. Au bout des 2 ans et demi d'école, Robin aura accumulé environ 200 heures de vol. C'est avec cette expérience et son diplôme qu'il ira postuler dans des compagnies aériennes où il pourra apprendre à piloter de vrais avions de ligne. Mais les temps ont changé. Les compagnies n'embauchent plus. Air France, par exemple, n'a recruté aucun pilote depuis 2009 et ne prévoit pas de le faire avant 2017. Résultat, 80% des jeunes diplômés de l'ENAC ne sont pas pilotes de ligne. Pour les rencontrer, il faut souvent s'éloigner des aéroports. Bonsoir madame. Dans la banlieue de Tours, Et voilà, vous allez être en salle 12, mes collègues vous orienteront à l'entrée. Julien nous a donné rendez-vous à son lieu de travail, 2 places. bien loin de ses rêves de long courrier. 18 € s'il vous plaît. C'est mon cockpit mais avec beaucoup moins de boutons et avec beaucoup plus de personnes à l'extérieur. Je vous remercie. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Bon, ici ce qui est sympa c'est le contact clientèle. Tenez madame, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Vendre des places de cinéma Donc des pop-corn, sucrés, salés. et du pop-corn. Sucré. Un petit boulot à mi-temps
qui lui permet de gagner 650 € par mois. Alors qu'il y a un an à peine, Julien se voyait déjà aux commandes d'un avion de ligne. Pourtant, ce jeune homme de 24 ans a réalisé un parcours sans faute. Rien qui puisse expliquer qu'il habite toujours chez ses parents sans pouvoir voler de ses propres ailes. Voici le beau diplôme de l'ENAC. Voilà, diplômé d'élève pilote de ligne. Donc ça c'est le carton de licence, donc tous les pilotes professionnels, tous les pilotes de ligne ont une licence cartonnée comme ça, éditée par la DGAC. Une licence de membre d'équipage de conduite. Mais aujourd'hui, tous ces documents ne suffisent pas pour décrocher un emploi. En un an, alors on va maintenant éplucher les offres d'emploi. Il a envoyé 200 CV dans le monde entier, sans résultat, car il lui manque toujours la même chose. Donc par exemple celle-ci, 29 juillet 2014. C'est une offre pour Hong Kong Airlines. Quand je regarde le détail, ils précisent qu'ils embauchent des copilotes sur A320, sur A320 des personnes qualifiées et non qualifiées. Là, vous pourriez postuler pour un 320 en tant que copilote non qualifié. D'après les premières lignes, oui. Mais à la fin de l'annonce, il est précisé que pour postuler, il faut avoir déjà volé 500 heures sur un avion de ligne. Donc là, on est dans le cas typique d'offres qui pourraient me correspondre, mais qui finalement ne me correspondent pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout l'expérience requise. Comme de nombreux autres jeunes pilotes, Julien est dans une impasse. Certaines sociétés en profitent. Sur Internet, on trouve d'autres annonces étonnantes. Des propositions de postes pour effectuer justement ces 500 heures sur des Boeing 737 ou des Airbus A320. Derrière ces offres, des sociétés intermédiaires. Elles ont mis en place un système décrié, le pay to fly, littéralement le payer pour voler. Nous avons voulu savoir ce que proposent réellement ces agences. Direction Rome, où nous avons rendez-vous avec Vanessa Sanchez, une Française, pilote de chasse de l'armée de l'air en reconversion. À l'aéroport de Rome, elle doit rencontrer un homme qui va lui proposer un contrat de pay to fly. Enchanté. À notre demande, Vanessa a répondu à une de ces annonces. Nous la suivons en caméra cachée. Première surprise, l'homme nous emmène dans le centre d'entraînement d'Alitalia, un lieu qu'il semble très bien connaître. Alors de ce côté, c'est le centre de formation et là, ce sont les bureaux. Vanessa dit vouloir se reconvertir en pilote de ligne. Elle a donc besoin d'une formation. L'homme lui montre le simulateur qu'il loue à la compagnie italienne et où elle pourrait apprendre à piloter des A320. Celui-là, il est un peu vieux. C'est pas le plus moderne, mais c'est le plus fiable. À la fin, je vais devoir savoir tout ça par cœur. Oui, ne t'inquiète pas, c'est facile. Pour une vingtaine d'heures de simulateur, avec en prime quelques entraînements sur un véritable Airbus, Vanessa devra débourser 22 000 €. Mais ce n'est pas fini. Elle va devoir encore payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour effectuer ses 500 premières heures de vol en tant que copilote au sein d'une compagnie. Pour nous parler plus en détail des conditions, l'homme nous emmène dans un lieu plus discret. Le siège de l'agence se trouve dans cet immeuble d'habitation, au 5e étage, dans un banal appartement. L'intermédiaire commence par mettre en avant son carnet d'adresses, apparemment bien rempli. Alors on travaille avec Tunisair, aussi sur Airbus. On est en affaire avec Atlas Jet, Freebird, et puis on vient de signer avec Vietjet et Vietnam Airlines. D'après lui, voilà où Vanessa pourrait travailler comme pilote de ligne, à une condition, qu'elle paye. Le pay to fly, une pratique illégale en France, mais autorisée chez certains de nos voisins. On a un accord avec une compagnie au Vietnam. Ils vous prennent pour 45 000 €. Bon, on a aussi Tunisair. On a signé un contrat, mais c'est vraiment cher. Ils demandent 85 000 €. Vanessa prétend qu'elle est intéressée,
par une compagnie grecque. Mais pour y travailler, les conditions seraient pour le moins étonnantes. Dans cette compagnie, vous n'aurez aucun contrat de travail. Ah, c'est la Grèce. Toutes les autres compagnies en proposent, mais chez eux, personne ne signe jamais rien. Si vous allez au siège, ils vous donneront un papier, mais ça ne vaut rien. Tous les pilotes qui voulaient travailler avec eux, ils ont tous payé 55 000 € cash. Incroyable. Et inutile de vous dire que vous n'aurez pas de salaire. Difficile de croire que de jeunes pilotes acceptent ce genre de conditions. Et pourtant, cette pratique considérée en France comme du travail dissimulé se développe depuis quelques années. Rares sont ceux qui reconnaissent avoir eu recours au pay-to-fly. Voici Christophe, copilote de 26 ans. Il est l'un de ceux à avoir franchi le pas. Il nous en parle anonymement, par peur de perdre son poste, si chèrement acquis. Voilà. Donc la somme globale de 54 193 €. Pour payer cette somme, Christophe a dû emprunter de l'argent à un ami. Puis il a effectué ses 500 heures de vol sur un A320 dans une compagnie polonaise. C'est déplorable. Moi, je l'ai fait, mais je suis pas fier de le faire, hein, parce que j'ai pas le choix, c'est tout. J'ai pas le choix. Je pouvais pas attendre 10 ans, j'avais pas les moyens, pourtant plus qu'une personne, on va dire lambda, mais je me suis débrouillé à pouvoir le faire parce que je savais que ça pouvait marcher, quoi. C'est le système le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir faire décoller sa carrière rapidement, quoi. Lui, au moins, avait un vrai contrat et un salaire en échange de son travail. Mais il n'était que de 1600 zlotys, 400 € bruts par mois, à peine de quoi vivre et supporter un rythme épuisant. On va vous faire voler 10 heures, on va vous faire arriver sur une ville en Pologne qui est différente de votre départ. Par contre, on va vous faire 6 ou 7 heures de transfert en bus après. Pour pas payer, pour que la compagnie économise un billet d'avion pour ses équipages. Mais par contre, ça c'est 4 fois par semaine. C'est déjà bien assez, hein. On travaille 20 heures par jour, 4 fois par semaine, ça fait du 80 heures par semaine quand même. Pendant 1 an, il a encaissé les conditions de cette compagnie polonaise. Le temps de faire ses 500 heures, le temps aussi d'abîmer sa passion pour son métier. À la fin, moi, je pouvais plus mentalement, je pouvais plus prendre l'avion pour aller en Pologne et faire mon travail. C'est-à-dire, j'en avais tellement marre que voilà, ça m'a valu une séparation, ça m'a valu beaucoup d'investissements personnels qui ont fait qu'à la fin, je ne pouvais plus faire mon métier correctement. Je n'étais plus apte à pouvoir voler correctement. Aujourd'hui, Christophe travaille comme copilote dans une compagnie réputée qui ne pratique pas le pay-to-fly. Il gagne 4 000 € par mois. À Shanghai, nous retrouvons le commandant Prévost. Lui gagne près de 5 fois plus. Il est sur le point de redécoller pour Paris. Tout l'équipage est frais et dispo. Ils ont eu 2 jours pour se reposer dans un hôtel confortable. Des conditions de travail de plus en plus rares. Les pilotes d'Air France comptent parmi les mieux traités au monde. Une situation qui ressemble de plus en plus à une exception. Le dur métier de jeune pilote, c'est un reportage de Lionel Poussery et de François Richard. Là, on est sous un A380, le plus gros avion civil du monde, et on est dans le hangar de maintenance que Air France a dû construire spécialement à la mesure de ce géant. 90 mètres sous plafond, 25 000 mètres carrés au sol, c'est immense. Cet avion, il vient d'arriver. Tous les 45 jours, il s'arrête pour une maintenance complète. Ça va durer 48 heures et ensuite, il repart. Là, en l'occurrence, il a fallu commencer par le désinfecter parce qu'il avait ramené des punaises de New York. Il a été parfaitement désinfecté. Les opérations de maintenance vont maintenant pouvoir commencer. Bonsoir Eric Schramm.
Bonsoir Nicolas Poincaré. Vous êtes le directeur des opérations aériennes d'Air France, le chef de tous les pilotes, on peut dire. Vous-même, vous continuez à voler, vous rentrez de San Francisco, vous repartez à New York? Voilà, je suis rentré de San Francisco la semaine dernière. Je vole sur Boeing 777. Mon prochain vol, effectivement, la semaine prochaine, c'est effectivement, je vais à New York. Dans certaines compagnies low cost, on l'a vu dans le reportage, les horaires sont absolument terribles. Ça peut aller, je crois, la législation européenne autorise 13 heures par jour de vol, plus les heures de préparation. On est à 17 heures de travail dans la journée? Oui, ça c'est les règles maximales qui puissent être utilisées. Des compagnies comme la nôtre, on est totalement décalé de ces maxima. Et puis, ce qui est très, très important, c'est de mettre en place un système de gestion du risque fatigue. Parce que la maîtrise de la fatigue au sein des équipages, au sein des cockpits, est essentielle pour la sécurité du vol. C'est la question qu'on se pose. Quand on vole 13 heures plus la préparation, est-ce qu'on est encore capable de piloter en toute sécurité ou est-ce que ces compagnies prennent des risques? Alors nous, à Air France, on fait des vols de 13 heures. On fait des vols long courriers. Quand vous allez à Santiago ou à Singapour, vous volez plus de 14 heures. Mais on a des équipages renforcés. On organise à bord des tours de repos pour que, au moment crucial de l'approche et de l'atterrissage, eh bien, les deux pilotes qui sont aux commandes soient tout à fait reposés et performants. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, et je ne sais pas quel mot je dois utiliser, mais c'est ce jeune qui travaille en Pologne, qui est exploité dans des conditions qui sont horribles, je trouve, et qui se traduisent in fine par un problème de sécurité des vols. Parce que si ce qu'il dit est vrai, il fait des amplitudes de 20 heures avec des transferts en bus, etc. Il paye en plus. Et je trouve ça... et c'est dangereux ou pas pour les passagers? Je pense que c'est dangereux. Alors les jeunes Français qui ont autant de mal à commencer leur carrière, c'est notamment parce qu'Air France n'embauche plus de pilotes. Depuis 2009, il n'y a plus d'embauche. Il n'en est pas prévu encore avant 2017 ou 2018, à part dans votre filiale low cost. Alors, les deux effets majeurs qui ont conduit à cette situation sont, d'une part, la crise économique, qui fait qu'il y a quand même eu un ralentissement de la croissance. Nous avions, dans le début des années 2000, à Air France, une croissance qui était très très forte. On a eu beaucoup d'ouvertures de lignes, beaucoup d'achats d'avions, beaucoup d'embauches de pilotes. Cette crise a eu comme effet de ralentir cette croissance. Le deuxième effet, ça a été le déplafonnement de l'âge de la retraite, qui est passé de 60 à 65 ans, qui a ralenti également le rythme des embauches, puisqu'elle a rallongé le temps des carrières des pilotes qui étaient déjà présents dans la compagnie. Alors, 2017, effectivement, on pourra... c'est l'horizon que l'on voit pour une reprise des embauches. Et effectivement, comme vous le dites, notre filiale, nous voulons développer une filiale low cost qui s'appelle Transavia, qui pour l'instant a 14 avions. Le groupe Air France KLM a un projet de développement de cette filiale qui pourrait effectivement produire des embauches de jeunes pilotes. Depuis le début de ce complément d'enquête avec Cham, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les compagnies tirent bien les leçons des catastrophes précédentes? Dans le Rio-Paris, on avait dit que l'avion avait peut-être été trop cabré, que les pilotes avaient remis les gaz. Les procédures de gestion de ce type d'événement, aujourd'hui, ont changé? Alors, les constructeurs ont changé un an et demi après, je dirais, la catastrophe... un an après la catastrophe du Rio-Paris, ils ont changé les procédures d'approche et de sortie du décrochage, que ce soit chez Boeing ou que ce soit chez Airbus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend aux pilotes à, au contraire, plonger pour remettre les gaz plus, et ne pas prendre le risque de... Et donc investir sur la perte d'altitude, si vous voulez. Donc, ils poussent sur le manche de l'avion pour regagner de la vitesse et puis après pouvoir remettre... Et tout ça, vous-même, vos pilotes apprennent à le faire en simulateur de vol? Alors, et plus souvent que par le passé? Alors, cette procédure, quand cette procédure a changé, tous les pilotes d'Air France ont eu une séance de simulateur spécifique sur ce sujet-là. Tous les pilotes d'Air France sont passés au simulateur pour apprendre et réaliser la nouvelle procédure d'approche ou de sortie du décrochage. Rassurez-nous, Eric Schramm, parce que là, on a parlé ce soir d'un avion peut-être détourné, le Malaysian, d'un avion abattu par un missile en Ukraine, d'un avion sans doute qui s'est pris un orage au Mali. Ça fait beaucoup, les gens qui nous regardent, ils se disent peut-être est-ce que je ne devrais pas prendre le train la prochaine fois? Donc, de toute façon, en train, on ne pouvait pas aller de partout, c'est d'une part. Et puis, le transport aérien est le moyen de transport le plus sûr. Ça, c'est évident, c'est certain. Aujourd'hui encore, à part l'ascenseur, il y a pas plus en plus. Plus que l'ascenseur, moins que l'ascenseur? Nous nous améliorons pratiquement tous les ans. Nous apprenons du vécu. Le transport aérien s'améliore. On partage tout ce qui concerne la sécurité des vols. À Air France, on a une veille externe extrêmement
pertinente, on regarde tout ce qui se passe, on en tire des conclusions, on regarde quelle est notre exposition au risque et on voit qu'est-ce que l'on peut faire pour que nos pilotes puissent répondre bien à cette situation s'ils n'ont pas encore déjà vécue. Merci beaucoup et merci de nous avoir accueillis avec plaisir, ici, vous êtes bienvenue. Au pied de Belle Bête. C'est un bel avion, c'est un très très bel avion. Très, très bel avion. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci à Air France, Aéroport de Paris et à la préfecture de Roissy de nous avoir accueillis. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, François Ducroux, Thomas Auro et Joël Bruandet à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, dans le cadre des documents de complément d'enquête, un document d'exception sur Ségolène Royal, la femme politique qui ne meurt jamais. Son parcours, sa place très particulière au sein du gouvernement, ce sera la semaine prochaine. Tout de suite, musique sur France 2, c'est Alcaline.